du film, donc 73, et la nôtre. Sauf qu'il y a aussi des différences, voilà. Ah oui. Ouais. Donc toi, tu as regardé le documentaire, Jean? Oui, bien sûr. Non, et je voudrais, première chose, remercier Pierre Cal pour tout le travail qu'il fait depuis des années, et en particulier de celui-là. J'ai pas eu le temps de l'envoyer à tous mes amis, mais bon, c'est une chose que je vais faire, et je trouve ça magnifique. Merci, Pierre Cal. Merci. Moi, je me contente j'ai eu la chance de connaître GB à la fin de sa vie. Il a d'ailleurs été président d'une association qui a permis la sortie de mon premier film en salle de cinéma, donc ça a été quelqu'un d'assez proche. Et souvent, il me parlait de l'an 01 et aussi de ce club de Rome dont j'avais jamais entendu parler. Moi, en 72, j'avais 10 ans, donc je n'avais pas entendu parler de ce club de Rome. Et quand la situation s'est développée, quand il y a eu cet arrêt de la production et de la consommation, d'une partie de la consommation là, pendant ces mois-ci, c'était difficile de ne pas penser immédiatement à GB. Alors, je ne suis pas le seul. François Ruffin, le député de la France Insoumise, avait lui aussi créé un site internet consacré, on va dire, à l'an 01. Mais pour en revenir aux années 72, oui, les marxistes voyaient d'un mauvais œil des discours qui allaient à l'encontre du productivisme ambiant, parce que c'était le productivisme qui allait permettre de résoudre les problèmes de la justice sociale. Enfin, en tout cas, c'était ça la vision marxiste. Et Serge Latouche, qui est aujourd'hui un des spécialistes de la décroissance et qui était marxiste à l'époque, raconte bien comment ils sont passés à côté de cette idée antiproductiviste. Excusez-moi. Oui. À quel point le Parti communiste, à l'époque, était très hostile à ces idées antiproductivistes. Ben oui, il y avait le slogan à l'époque qui était « Produisons français et achetons français », de la part du Parti communiste. Oui, mais il n'y avait pas de réflexion sur la finalité de la production et de la consommation. Exactement. Il fallait produire toujours plus, quels que soient les biens qui soient produits et consommés. Alors que dans l'an 01, il y avait une… Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'an 01, ce n'était pas des intellos. GB, comme d'ailleurs l'équipe de Harakiri, c'était en grande partie des prolos. Que ce soit Cavana, que ce soit GB, que ce soit Choron, le professeur Choron, ou même Rézère, c'était tous des fils de la classe ouvrière, des enfants de la classe ouvrière. Donc, ce n'était pas des intellos 68ards qui, tout d'un coup, sortis des beaux-arts et qui, tout d'un coup, avaient cette idée un peu fantasque. C'était des gens qui venaient de milieux prolétaires. Et c'est ça ce qui était intéressant aussi dans la production de ces idées que l'on retrouve dans l'an 01, c'est que ce n'était pas, on va dire, des bobos, voilà, pour parler comme aujourd'hui. Oui, mais est-ce que ce n'est pas un peu réducteur que justement de mettre tout de suite cette étiquette bobo qui maintenant est quand même… alors qu'à l'époque, quand même, il y avait toute une dimension anarchiste et là c'était des intellectuels, des milieux extrêmement diversifiés qui déjà allaient dans cette direction. Bien sûr, c'était minoritaire, mais c'était là quand même déjà à l'époque. Oui, mais il y avait à la fois après 68, puisque là on est 4 ans après 68, en 1972, il y avait à la fois cette volonté de consommer plus, de jouir sans entrave, des slogans de 68, mais il y avait aussi celui de ne pas perdre sa vie à la gagner, qui était un autre slogan qui fleurissait dans ces années-là. Et tout ce mélange, donc c'était un peu contradictoire parce qu'il y avait aussi une volonté de consommer toujours plus, y compris dans certains milieux anarchistes, on va dire, en tout cas de jouir sans entrave. Et puis il y avait cette réflexion sur la production, sur la finalité de la production qui apparaît dans l'an 01. Et c'est ça ce qui fait l'originalité, je pense, de cette pensée, de ces réflexions, de ce film, de cette bande dessinée. Et puis à la même époque, c'est assez étonnant parce qu'il n'y avait aucun lien entre eux. Il y a ce rapport Meadows, le rapport du Club de Rome, très antiproductiviste, alors qu'au départ, ce sont des industriels qui avaient financé ces travaux, notamment le patron d'Olivetti, les machines à écrire. Je ne sais plus comment il s'appelait,
cet Italien qui dirigeait ce club de Rome. Et ils avaient, alors c'était dans une logique très fin de la planète à cause de la pollution. Ils s'étaient plantés sur pas mal de choses parce qu'ils avaient prédit la fin du pétrole dès les années 70-80. Ils avaient pensé que le pétrole allait s'épuiser très rapidement et que ça allait être une catastrophe. Là-dessus, ils se sont plantés. Mais ils avaient réussi à mettre sur la place publique, à ouvrir un débat. Et c'est ça ce qui est étonnant, c'est qu'on voit des émissions de télévision à l'époque, à la télévision française, où on discute sérieusement de la croissance zéro. On voit Giscard d'Estaing, on voit Sicko Mansholt, le président de la Commission européenne de l'époque. On voit des gens comme Edmond Maire à l'époque où la CFDT était autre chose que ce qu'elle est devenue aujourd'hui. On voit ces gens-là discuter sérieusement de mettre un frein à la croissance dans les pays industrialisés, dans les pays riches. Et ça, c'est quelque chose qui a duré très peu de temps parce que dès la fin 73, la première crise pétrolière et le début du chômage de masse en 74, cette réflexion-là a complètement disparu de l'espace public, en tout cas des chaînes de télévision et de radio. Oui, mais il y a eu quand même par rapport à cela, tout le travail à faire, j'ai oublié son nom, à Grenoble, et tout le travail… Pierre Fournier. Hein, la gueule ouverte. À la suite de ça, les fameux GAM, les groupes d'action municipale, il y a eu une diffusion à travers la France quand même dans de nombreuses municipalités. À l'époque, j'étais en Alsace, eh bien, plusieurs petites villes alsaciennes, même à Schiltigheim, donc c'est pas une petite ville, c'est la plus grande banlieue de Strasbourg. Il y avait des gens du GAM qui faisaient un travail tout à fait dans ce qu'était à l'époque ce que faisait la CFDT. Ouais. Le GAM, c'était quoi le GAM? Je croyais que vous parliez de groupe d'action municipale. D'accord. À l'image, allez, comment s'appelle le maire de Bordeaux à cette époque-là? De Bordeaux, pardon, de Grenoble. Dubedou, c'était Hubert Dubedou. Voilà, Hubert Dubedou, voilà. Alors, à l'époque aussi, il y a La Gueule ouverte, qui est ce journal qui est lié à Harakiri et Charlie Hebdo, créé par Pierre Fournier, qui était un penseur, un dessinateur et penseur de l'écologie, qui est mort très jeune, qui avait des problèmes cardiaques. Il est mort dès la parution du journal au 4 ou 5e numéro. Et il y avait aussi Fournier qui mettait en avant des discours antiproductivistes dans La Gueule ouverte. Oui. Et là, il y avait plus d'intellectuels, je dirais, que dans d'autres groupes. Hein. J'avais des amis de l'école émancipée qui y participaient. Et ça, c'était quelles années, Jean? Ah ben c'est les années du début des années 70. D'accord. Hein? C'est-à-dire un peu avant la sortie de l'an 01. Oui, bien sûr. Ben, l'an 01 est un reflet de plein de choses qui se passaient à l'époque dans différents lieux en France. De toute façon, l'an 01 est très contributif puisque le principe, c'est que pour le film, GB et les lecteurs de Charlie Hebdo, de Harakiri, écrivaient pour nourrir la réflexion. Hein. Oui. Donc, c'était un travail collectif, en fait. Hein. GB en était le fédérateur et en était l'initiateur, mais il sollicitait énormément les lecteurs qui donnaient des idées, et certaines idées se sont retrouvées dans le film ensuite. Et pourquoi ce rapprochement, justement, avec la période actuelle ? Parce qu'il y a un arrêt de la production qui est peut-être… Alors, la différence, c'est que là, c'est un arrêt subi et pas choisi. Alors, dans l'an 01, c'est une sorte de désertion de la production qui est organisée par des groupes et qui est massive. Là, de fait, il y a eu un arrêt de la production et une baisse de la croissance. Il n'y a même pas une baisse de la croissance, il y a eu une véritable décroissance qui s'est mise en place pendant quelques mois, ainsi que baisse de la consommation. Et c'est ce pourquoi militaient les gens dans l'an 01. Donc, même si ce n'est pas ce qui était désiré par le système actuel, de fait, on s'est retrouvé dans une situation qui est proche de celle désirée par les acteurs de l'an 01, c'est-à-dire le frein donné à la consommation, à la production. Alors, ce qui n'existe pas aujourd'hui, et c'est peut-être là qu'il y a un travail politique à faire, c'est une réflexion sur la finalité de la production. Qu'est-ce qu'on produit? Qu'est-ce qu'il est utile de produire? Qu'est-ce qui ne sert à rien? C'est là-dessus qu'il y a un travail qui apparaissait dans l'an 01 et qui n'est pas encore apparu dans l'espace public aujourd'hui.
Et les médias en sont grandement responsables, parce qu'on voit que en 1972, les chaînes de télévision françaises, l'ORTF de l'époque, ouvre ses colonnes, ouvre son antenne à des gens qui prônent la croissance zéro. Aujourd'hui, c'est impensable. Aujourd'hui, quelqu'un qui parlerait de croissance zéro ou de décroissance passe pour un farfelu, pour quelqu'un de totalement illuminé et n'est pas pris au sérieux par les grands médias. Et donc, il n'y a pas de discussion sérieuse là-dessus dans les émissions dites de débat. Oui, mais c'était des adversaires de classe qui avaient ce discours, donc ils étaient acceptés dans ce lieu hautement cadenassé qu'était la télévision quand même à l'époque. Mais il ne faut pas, comment dire, la télévision de l'époque, dans une période où le Parti communiste était beaucoup plus puissant, où mai 68 était proche, le rapport de force faisait qu'ils étaient obligés de discuter de certaines choses. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont considérées comme indiscutables parce que le rapport de force ne le permet pas, tout simplement. C'est juste le rapport de force, me semble-t-il. Il y a des forces politiques qui aujourd'hui sont porteuses de cette démarche, de travailler sur qu'est-ce qui est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit produire, qui est utile et qu'est-ce qu'on doit abandonner peut-être parce que ça n'aurait pas d'utilité sociale ou immédiate ou même voire future. Peut-on dire aujourd'hui que la décroissance aussi, c'est une nouvelle forme de lutte? Alors qu'en 72, c'était un petit peu une vision d'espoir, presque d'utopie. Mais aujourd'hui, la réalité rattrape l'utopie. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ça peut être une lutte, la décroissance? Il y a une intervention des forces productives. Les progrès techniques ont été orientés depuis les conférences Messi, c'était dans les années 40, 50. Les conférences Messi ont été mises en place pour régler la question du contrôle social par la cybernétique, ce qu'on appelle la cybernétique sociale. Et aujourd'hui, elle est là. Ce sont les téléphones portables, c'est la monnaie électronique, etc. Pendant longtemps, on a pu pacifier les masses, comme on dit, par la société de consommation, tout au moins dans les pays occidentaux. Notamment aux États-Unis, ils avaient mis au point tout un ensemble de dispositifs où on créait des besoins qui étaient toujours associés à des frustrations, qui maintenaient une tension permanente de la personne sur le fétichisme de la marchandise. Il y avait cet aspect que Marx avait bien vu dans les groupes RIS, etc. Il avait vu ça. Et donc, cette société de consommation avait réalisé une pacification des peuples. Et puis, ce que les gens du Club de Rome avaient vu, qu'ils n'avaient pas explicité, mais c'était évidemment implicite, c'est qu'eux, en tant que dirigeants, ce n'était pas par hasard que c'était Rio Page et des gens comme ça, qui étaient des grands bourgeois, ils se disaient que finalement, maintenant que les résultats des conférences Messi étaient disponibles, il y avait de volumineux rapports qui avaient été publiés, on pouvait contrôler la population par un système totalitaire. Et donc, on allait pouvoir réserver la consommation de grand luxe à la classe dominante, qui va être de plus en plus réduite, et on allait pouvoir insuffler dans les masses l'esprit de sobriété, ce qu'on appelle la sobriété consentie, et que si ça se passait mal, par exemple avec les Gilets jaunes, qui revendiquaient des choses vraiment concrètes, parce qu'il y a un effet de cliquet, la société de consommation, d'accord, mais même si ce n'est pas une consommation ostentatoire, quand on n'arrive pas à boucler les fins de mois et qu'on passe sous les fourches caudines de la bureaucratie bancaire, c'est très difficile à vivre, on a du mal. Même des gens qui n'arrivent pas à bouffer. Et donc, à partir de là, vu l'orientation qui a été donnée aux progrès techniques, avec l'informatique, le numérique, etc., maintenant, on a ce que j'appelle le panoptique bioélectronique. On a les vaccins qui vont venir, tout ça. Donc, ils peuvent contrôler la population dans un système qui est déjà pré-totalitaire, avec les outils de contrôle dont ils disposent. Et puis, évidemment, maintenant, la société de consommation n'est plus de mise et on va faire en sorte que s'installe une sobriété consentie. Alors, il y a des vrais problèmes. Les plastiques dans les océans, la disparition de la biosphère, ce sont des approches satanistes de la vie collective. Mais ces approches satanistes, aujourd'hui, tiennent les choses en main grâce au contrôle social électronique
et à la propagande sur cette sobriété consentie, circulons à bicyclette, évitons de se déplacer en hélicoptère, etc. Enfin, toutes sortes de choses qui sont installées dans le champ social et qui ont un objectif qui n'est pas forcément si sympathique que ça. Ils ne vont pas seulement sauver les baleines. Oui, oui, il n'y a pas que ça. Non, mais je ne parlais pas de ça, moi. Je parlais du fait qu'aujourd'hui, toute lutte est réprimée par l'usure de cette lutte. On voit bien comment ça se passe. Ils laissent pourrir un mouvement, par exemple. Sauf que décroître et déconsommer, c'est une lutte aussi. Enfin, ça me semble être boycott. Ça me semble être une belle arme et qui est à la portée de tous. Alors moi, je suis complètement candide j'ai sûrement beaucoup moins de références que vous. Moi, la décroissance, j'y crois de cette façon-là, c'est-à-dire on arrête d'alimenter les rouages parce que ce productivisme, il est il est très malade. Il me semble très malade, moi. En tout cas, il nous rend malade aussi. Et mettre des grains de sable dans ce rouage, ça me semble très intéressant au niveau de la lutte des basses classes. C'était sûr de ça que je parlais. Alors effectivement, après l'autre rebond, c'est l'écologie, et très bien, si ça rajoute. Mais il y a ce côté-là aussi, non? Oui. Mais alors justement, dans cette dimension-là, et pour pas parler d'actualité, c'est dans tout le système productif, on parle de deux mamelles bien françaises, la voiture et l'avion. Comment peut-on accepter qu'on rend flou ces deux mamelles-là, alors qu'on sait en quoi et combien elles détruisent? Oui, alors qu'on sait qu'il faut moins prendre l'avion. Oui, bon, mais il y a plus, d'une manière un peu plus, je dirais, terre à terre, il y a la voiture, en sachant fort bien qu'il est difficile, mais disons, de pouvoir utiliser les transports en commun et la voiture. Et il y a quand même un discours quand même assez paradoxal, justement, de renforcer la voiture comme lieu d'une bulle de distanciation sociale. Et quand même, c'est un peu paradoxal quand même de devoir, et moi avec humour, puisque ça fait plus de 20 ans que je n'ai plus de voiture, bon, ben, parce que tout simplement je pouvais, habitant en ville, n'ayant plus d'enfants, c'était facile. Mais quand même, bon, c'était pour moi, et en rigolant à ma femme, je disais, Rosanne, on va acheter une voiture. Ben, bien sûr, en sachant disons que décroître autant qu'on peut. C'est-à-dire que, effectivement, la voiture, moi je suis en grande campagne, les gens qui travaillent, ils sont obligés d'avoir une voiture, il n'y a pas à chercher. Par contre, ils ne sont pas obligés de prendre l'avion tous les 4 matins pour aller passer 8 jours à droite ou à gauche. Bon, ça par contre, ils ont un pouvoir là-dessus, mais ils ne l'ont pas forcément sur la voiture, non, parce qu'en campagne, il faut une voiture. Tous les transports en commun, je vais souvent dans le Cantal, il n'y a plus une gare ouverte. Autrefois, les gens circulaient beaucoup en train dans ces régions. C'est terminé, ils ne peuvent plus. Par contre, l'avion, beaucoup peuvent s'en passer s'ils le veulent, si c'est une décision qu'ils prennent. Vous vouliez prendre la parole, demander la parole, Pierre? Oui, je voulais réagir à 2-3 choses. D'abord, la voiture, il y a voiture et voiture. Dans le film que j'ai fait, GB parle d'une tentative d'autogestion de la production, pas d'autogestion, mais d'organisation de la production à la chaîne dans une usine Volvo, qui a eu lieu dans les années 80, où on avait décidé que les ouvriers produiraient de A à Z un véhicule et non pas des tâches parcellaires comme à la chaîne où on reproduit le même geste de manière mécanique. Voilà. Qu'il y ait quand même le plaisir d'avoir fabriqué quelque chose de A à Z. Et donc, il y a eu cette expérience qui a duré jusqu'au début des années 80 et André Gors, qui était un des penseurs de la décroissance, l'a cité aussi dans un ouvrage en expliquant qu'elle s'est arrêtée en 83 ou 84 parce que ça donnait trop de pouvoir au monde ouvrier de fabriquer un véhicule de A à Z. Les individus n'étaient plus interchangeables, comme à la chaîne, comme à la fabrication à la chaîne. Donc il y a déjà ça qui est une autre manière de concevoir la fabrication de voitures. Et puis surtout, c'était l'usine Volvo et la philosophie de Volvo à l'époque, en tout cas, c'était de fabriquer des voitures inusables qui pouvaient durer ad vitam aeternam ou presque. D'ailleurs, ce n'était pas faux. Les Volvo de l'époque étaient des véhicules qui pouvaient faire des centaines de milliers de kilomètres.
on n'était pas dans une logique d'obsolescence programmée, de fabriquer des voitures qu'on allait remplacer le plus vite possible ou rendre périmées le plus vite possible. Il y avait une autre logique. Et puis, les voitures des années 70, 80, jusqu'au début des années 80, avant l'arrivée de l'électronique, c'était des voitures que les gens pouvaient en partie réparer eux-mêmes. Il y avait encore la possibilité d'intervenir sur sa voiture et non pas de déléguer ça à des firmes, comme c'est le cas aujourd'hui, où c'est impossible de changer ne serait-ce qu'une batterie sur une voiture moderne. Vous court-circuitez tout le système, il faut le réinitialiser. Tout est fait pour qu'on ne soit plus autonome du tout et qu'on soit totalement dépendant des firmes. Et pour ce qui est de la décroissance et de cette idée, moi j'ai fait un autre film il y a 5-6 ans en Équateur sur un président qui s'appelle Rafael Correa et qui était plutôt dans une logique de croissance, mais pour un pays pauvre. Et lui, ce qu'il disait, Correa, il disait, alors il a essayé de réguler le capitalisme dans son pays, il a essayé de restaurer un État social, ou en tout cas de réinventer un État social, mais ce qu'il disait, c'est que c'est bien joli les histoires de décroissance, mais c'est vous les riches qui devez décroître. Nous, les pays pauvres, on doit continuer de croître pour arriver à avoir ne serait-ce que de l'électricité 24 heures sur 24, de l'eau potable, des infrastructures routières dignes de ce nom. Et donc, vous ne pouvez pas nous demander à nous d'être décroissants alors qu'on est très loin de votre niveau de vie, de votre qualité de vie. Donc, je pense que la décroissance, il faut la penser en fonction de l'état de développement d'une société. On ne peut pas demander à des Boliviens de décroître comme on peut le demander aux classes supérieures en France, aux États-Unis, en Allemagne et dans l'Union européenne. Voyez. Mais ce n'est pas dans les classes, c'est pas aux classes supérieures. C'est pas aux classes supérieures qu'on demande de décroître, excuse-moi, mais c'est pas aux classes supérieures qu'on demande de décroître, aux classes dominantes, c'est aux classes moyennes. C'est-à-dire que ce qui est l'objectif de l'oligarchie mondialiste, l'objectif de cette oligarchie, c'est la tiers-mondialisation des pays développés. Ce n'est pas tellement les pays pauvres qui vont nous rejoindre en continuant à croître, alors que nous, on sera, disons, dans un niveau étal. C'est nous qui allons décroître, qui allons nous tiers-mondialiser pour arriver à un niveau global planétaire où il y aura des pauvres partout et une oligarchie un petit peu ectoplasmique et électronique. Non. Oui, mais moi, je trouve que c'est un discours pessimiste. C'est pas, de toute manière, ce n'est pas avoir l'électricité, mais c'est d'avoir d'une autre manière l'électricité, avec des moyens qui sont technologiques modernes, et ce n'est pas nous qui avons et ils n'ont pas à nous imiter. Hein. Et je reviens du Bénin, au mois de février, j'étais au Bénin, et c'était extraordinaire de voir l'utilisation des moyens ne serait-ce que les mobiles qui est là-bas, par les Béninois, hein, de cet outil-là. Nous avons beaucoup à apprendre d'eux. Hein. Ils ont une autre manière. C'est pas nous imiter, c'est pas ça. Non, c'est utiliser d'une autre manière, obtenir d'une autre manière l'utilisation de l'électricité. Entre autres. Hein, oui, vous avez raison, c'est juste ce que vous dites. C'est vrai que c'est très important, je trouve, et qu'il faut effectivement qu'on pense les choses de cette façon-là. Et de la même façon, vous parlez d'électricité pour tous les pays pauvres. Il faut parler aussi de la capacité à pouvoir se nourrir, ce qui est quand même quelque chose qui est fondamental. Je pense que ça, c'est un véritable combat qui est à mener aujourd'hui. Je ne sais pas de quelle façon, mais pour moi, il est absolument essentiel, avant même l'électricité, etc. Et bien sûr, il y a des pays qui s'y mettent. Tout ce qu'ils font pour justement cette ligne verte, je crois que c'est comme ça qu'ils l'appellent, hein, en Afrique, est absolument fondamental. Donc là, ça nous rapproche aussi de la culture, l'agriculture, de la protection de nos forêts, qui est absolument fondamentale. Et ceci n'est absolument pas, en tout cas, n'était pas la préoccupation dans les années 70. Il y avait la préoccupation de la pollution, effectivement, qui était posée, mais pas à l'époque de la forestation, la déforestation. Il y a quand même tout le mouvement hippie en 70, dont on s'est beaucoup moqué. Mais il était là, ce mouvement qui parlait de moins travailler et de moins consommer, ou de consommer autrement. Il était très important, absolument. Il s'est scratché en vol, mais il était quand même là, il y avait cette idée qui était là. Et puis, tout dépend de la croissance et de son but. Moi, je suis d'accord que les pays très pauvres
aillent vers une croissance, mais vers quelle croissance? S'ils vont vers la nôtre, il faut leur dire qu'ils se plantent, hein, parce qu'il faut leur dire qu'il ne faut pas faire ça. Moi, cette idée de dire nous on l'a fait, on ne va pas leur dire de ne pas le faire, ben si on tombe sur un sentier, on va quand même dire aux autres derrière, attention, il y a un caillou qui croissent, oui, mais pourquoi et comment? Voilà. Si c'est croître pour leur bien-être, mais bien sûr, il faut même les aider. Mais si c'est croître pour de la production… Est-ce qu'il n'y a qu'eux qui sont confrontés à cette question-là? Est-ce que la question ne nous est pas posée à tous sur l'ensemble de la planète et dans tous les pays? Est-ce que la question, ce n'est pas de se poser, justement comme le propose GB et comme Pierre Karl, d'une certaine manière, nous l'a proposé, est-ce qu'il n'est pas temps justement de profiter, alors le déconfinement est en cours, mais de profiter de cet espace-là qui s'est ouvert pour justement réfléchir comment organiser notre vie, pas simplement la nôtre, mais en relation avec toutes les questions qui se posent dans le monde aujourd'hui. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, de se réapproprier ou de maîtriser l'outil de travail, comme l'évoquait Pierre Karl tout à l'heure, alors que l'outil de travail, l'outil industriel en particulier, a été complètement, quasiment exporté à 80% de notre pays et se trouve aujourd'hui en Chine, en Europe de l'Est, en Afrique, etc. Est-ce que la question, finalement, c'est pas de réfléchir, par exemple, à des conditions de production écologiques qui à la fois, je dirais, soient garantes de l'environnement, mais aussi des hommes qui y travaillent, et donc de réfléchir à une autre manière de produire. Après, avec tout le débat sur qu'est-ce qu'il faut produire, qu'est-ce qui est prioritaire pour nos vies, et ensuite aussi qui décide de tout ça. Parce que la question démocratique me semble être la question essentielle de savoir, il ne s'agit pas de dire, voilà, il y a quelques huluberlus, même bien intentionnés, qui décident du profil de la société à venir. Il s'agit de construire cette société à venir avec la population, les populations concernées, et de réfléchir et de construire ensemble des alternatives justement au productivisme échevelé qui, je le rappelle quand même, est consubstantiel du capitalisme. Ce n'est pas simplement le productivisme en soi. C'est pas, il y a eu productivisme parce qu'il y a une recherche de profit maximum acharnée et malheureusement, les pays qui ont voulu s'extraire de cette démarche se sont quand même appuyés sur ce productivisme échevelé, croyant ainsi faire la démonstration que finalement leur alternative était positive. On a vu vers quel échec, vers quel mur ça nous a conduit. Donc on a besoin de repenser tout ça aujourd'hui. Les grands bureaucrates ont toujours un adversaire, c'est l'autonomie. L'autonomie du travailleur, c'est quelque chose qui exaspère au plus haut point le bureaucrate qui ne tient son pouvoir justement que de la centralisation d'un certain nombre de dispositifs de contrôle social. Par exemple, pour l'agriculture, les semences OGM sont associées à des gènes qui interdisent la réutilisation de la semence pour l'année d'après. Et donc, c'est pour avoir le contrôle de l'alimentation humaine. Quand il y a eu ce débat sur le trou dans la couche d'ozone, il y avait des fluides frigorigènes qui étaient des chlorofluorocarbones. Ils ont été accusés de percer la couche d'ozone, etc., etc. C'était en fait la volonté d'un certain nombre d'industriels, donc des grands bureaucrates, qui voulaient contrôler la chaîne du froid. Parce que contrôler la chaîne du froid, c'est une autre manière, à part le gène Terminator, il y a aussi le contrôle de l'alimentation humaine par la réfrigération. Et donc, à partir de là, ils ont mis en place des fluides frigorigènes qui sont soi-disant écologiques, c'est-à-dire qu'ils ne détruisent pas la couche d'ozone. Ils ont l'inconvénient d'être inflammables, donc de temps en temps, il y a un bus climatisé qui prend feu. Bon, ça, c'est un détail. Mais ils nous ont bourré le mou avec cette histoire du trou dans la couche d'ozone dont on n'entend plus du tout parler, maintenant que les fluides frigorigènes sont modifiés et contrôlés par la bureaucratie. Parce qu'avant, les chlorofluorocarbones étaient passés dans le domaine public. Quand on fabrique des boîtes de vitesse, moi, j'ai été pendant un moment près de Poitiers, où il y avait une usine, c'était même, je ne sais plus, qui fabriquait des boîtes de vitesse Ford. Eh bien, il faut savoir que les bureaucrates de Ford ont décidé de répartir sur la planète, en différents lieux, des unités de production de boîtes de vitesse. Ce qui fait que quand les gars de Poitiers, enfin des environs de Poitiers, se sont mis en grève,
Ils ont arrêté de fabriquer des boîtes de vitesse, ils ont bloqué l'usine. Les bureaucrates n'en avaient rien à faire, puisque de toute façon, les boîtes de vitesse pouvaient être fabriquées ailleurs, et elles l'étaient. Et donc, ils continuaient à produire des automobiles, à avoir des boîtes de vitesse, simplement, elles suivaient un chemin différent, comme les paquets de données, quand la DARPA fait des recherches sur Internet. Donc, avec la répartition, la distribution des unités de production sur l'ensemble de la planète, ils peuvent contourner les luttes des travailleurs et flinguer l'autonomie, justement à partir de cette mise en place d'un système de contrôle. Alors, quand on est face à des classes dominantes de ce genre, on doit s'interroger, disons, sur les rapports de pouvoir. Et la recherche du profit n'est pas du tout le but. Le but, c'est la recherche du pouvoir et le contrôle social. Mais le pouvoir est quand même en lien avec le profit. Ah ben oui, c'est un outil, c'est un moyen. La monnaie, c'est un moyen. Dès l'instant que vous avez un tableur et une souris, que vous avez les bons mots de passe, comme pour venir à la discussion. Je vous entends pas très bien. Hein, oui, je sais pas. Je vais remettre un peu plus de son. Ah, là, vous vous rapprochez. Voilà, je vais remettre sinon, un on n'entend pas de son. Là, ça va mieux peut-être. Voilà. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Ben, j'ai mis, voilà, je mets 100, voilà. Et donc, à partir de là, disons que la monnaie, le capital au sens des Grundrisse, c'est la monnaie, la monnaie, le capital, etc. La monnaie, c'est un moyen. Et on le voit aujourd'hui avec la monnaie électronique. C'est un moyen de contrôle social. Vous passez votre carte et si vous n'avez pas suffisamment sur votre compte, comme on dit, hein, suivant le vocabulaire concerné, ben vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas vous loger. On t'entend pas. Et donc, à partir de là, il faut que je remette ça en permanence sous mes yeux pour avoir le truc. Voilà, c'est ça. Il revient, cet imbécile, à chaque fois. Donc, à partir de là, il faut bien voir que quand on se polarise sur la monnaie ou sur le profit, on risque de se laisser un petit peu égarer dans la mesure où le véritable enjeu pour les grands bureaucrates ou la classe dominante mondialiste, c'est le pouvoir. Et à partir de là, bon, on voit avec le contrôle de la chaîne frigorifique et les OGM, c'est le contrôle de l'alimentation. Le contrôle de l'énergie, bon, ben, il y a bien longtemps que l'énergie est centralisée. Si on veut par exemple donner des productions électriques décentralisées, ben, ça va coincer. Il va y avoir des gens qui vont dire c'est pas bien, ceci, cela, etc., etc. Donc on a effectivement une évolution à opérer au niveau de l'appareil de production, mais surtout se réapproprier le contrôle de ces appareils de production et non pas de laisser les grandes bureaucraties planétaires continuer leurs méfaits, hein, qui sont considérables. C'est exact. Et là, oui, il faut se demander comment, par quel moyen d'action. Or, on est complètement aujourd'hui dans ce type de questionnement et il faut véritablement arriver à poser un certain nombre de démarches plusieurs de groupes établissent, etc. Des chercheurs aussi travaillent beaucoup en ce sens. Et donc, effectivement, c'est une question aujourd'hui fondamentale. Que pouvons-nous faire? Là, on annonce que la production justement des voitures va être relancée. Ouais. Macron, tout à l'heure, a fait son discours là-dessus. OK, la voiture, mais vous disiez, madame, qu'effectivement, la voiture était nécessaire à Lisiane. Hein. Oui. Je comprends tout à fait, mais il faut effectivement aussi arriver à développer d'autres moyens de transport. Et c'est tous ces moyens-là que nous devons effectivement interroger aujourd'hui. La relation sociale entre les gens, la position, la redistribution des richesses, le fait qu'il n'y ait pas qu'il puisse y avoir peut-être un ISF, qu'il n'y ait pas de cumulation des mandats qui sont outranciers, etc. C'est tout ceci qu'il faut pouvoir poser. Oui, il y a plusieurs chantiers, hein, je veux dire, en travaux. Hein. Il y a plusieurs chantiers, oui. Hein, c'est certain. Mais déjà, il y a une démarche individuelle. Et après, il y a des choses, comme ce dont vous parliez à l'instant, qui ne passent que par le collectif. Mais il y a aussi la démarche individuelle. Et il n'y a pas de petit profit dans cette histoire. Le boycott dont je parle, ça c'est individuel. La démarche de cesser d'aller dans les grandes surfaces, c'est individuel. La démarche de ne plus faire des voyages à la noix qui n'apprennent rien sur les pays, c'est individuel. Après, la recherche d'une autre façon de vivre de manière sociétale,
Ça passe par la recherche politique et ça passe par la lutte politique. Il y a les deux, quoi. Enfin, et même peut-être d'autres. C'est-à-dire que l'une nourrit les autres. Voilà, l'une nourrit l'autre, en fait. Voilà, il n'y a pas de petit profit. Hmm. Tout est positif dans cette démarche-là. Il n'y a pas de petit profit, mais quand même, ce que nous a appris cette période, et nous a permis un peu d'y penser, c'est que nos moyens de lutte traditionnels, honnêtement, ça n'a pas marché. Hein, ça marche pas. Et c'est ce que je dis. Le Voilà. boycott marche mieux. Voilà, ça peut être une solution. Ça marche mieux, le boycott. Il faut que ce soit un boycott réfléchi entre tous. Voilà. Mais ça s'est vu dans le passé, pas si lointain, mais quand il y a eu la grande crise de la vache folle, les gens ont arrêté de consommer de la viande. C'est là que tout d'un coup est arrivé beaucoup de production bio. Si les gens cessent quelque chose, ça met un sacré grain de sable dans les rouages. Oui, c'est exact. Mais vous parlez du boycott et en fait, on peut aussi parler de propositions alternatives parce que le boycott donne un sens d'opposition alors que beaucoup de jeunes aujourd'hui et de groupes de jeunes sont dans une force de proposition et une force créative. Ils ne sont pas dans le boycott. Alors, ne pas aller effectivement dans les grandes surfaces, ok, là on est dans le négatif, mais que font-ils et que proposent-ils? Mais oui, l'un ne va pas sans l'autre. Si on arrête d'aller dans les grandes surfaces, il faut aller vers les petits producteurs locaux. C'est ça que vous voulez dire. Mais oui, ça va avec. Pensons effectivement à une force créative, à une force de proposition. Bien sûr, le boycott est important, mais il n'est pas suffisant pour être dans un sens négatif. Je ne sais pas ce qui se passe là. On n'entend plus. J'en profite pour vous dire, Pierre Carl, parce que c'est Carl, hein, pas Carlette, voilà. Oui, de votre film, effectivement, est tout à fait intéressant. Moi, j'ai été vraiment heureuse de le voir. Et puis, d'être replongée dans ce sens, justement, de l'histoire, ce parallèle existant entre ces années et des choses que j'ai beaucoup véritablement découvertes, hein, comme ce groupe de Rome, là, comment vous l'appelez? Le Club de Rome, cette interview de Giscard d'Estaing, la façon dont il y répond, toutes ces problématiques qui ont été posées à l'époque et qui ont ensuite basculé au moment où justement il y a eu une crise pétrolière. Et là, il y a eu chômage. Et le chômage fait, et on est aujourd'hui dans la même situation, il y a la peur de ce chômage et le chômage fait que l'on peut redémarrer d'un coup, en fait. C'est ce qui s'est produit finalement. D'accord. Je reviens sur l'histoire du boycott et que moi j'appellerais aussi désertion. Avec deux autres camarades, on a fait un film qui s'appelle Attention, danger, travail dans les années 2000 où on avait donné la parole à des gens qui refusaient certains boulots précaires et qui refusaient d'aller perdre leur vie à la gagner en désertant le marché du travail, en allant parfois vivre autrement à la campagne. Et ils se qualifiaient de déserteurs du marché du travail. Comme il y avait des gens qui refusaient de faire la guerre, eux refusaient de participer à la guerre économique. Ils ne voulaient pas travailler pour des entreprises qui voulaient être numéro 1 mondial, qui voulaient faire un maximum de profit. Donc, ils avaient décidé de déserter. Et je pense que c'est une arme pas inintéressante, alors à condition qu'elle reste pas, que ce ne soit pas une démarche individuelle, bien sûr, mais l'arme de la désertion, comme l'ont fait aussi des militaires pendant la Première Guerre mondiale, certains l'ont payé de leur vie d'ailleurs, mais c'est une arme qui peut être assez efficace de boycotter ou de déserter. Et nous, on avait donné la parole à ces gens qui se qualifiaient de déserteurs du marché du travail dans un film qui s'appelle Attention, danger, travail, qui est sorti en 2002, qui a eu pas mal de succès, et où des gens disaient, ben voilà, on veut plus être numéro 1 mondial, on veut plus faire cette guerre économique, on veut pas être plus fort que les Chinois, on veut pas de cette compétition-là. Oui. Et ils avaient raison, effectivement, de rejeter notre société, en tout cas l'ossature économique sur laquelle elle est bâtie et l'ossature politique sur laquelle elle s'appuie. Je voudrais quand même essayer de continuer la réflexion un petit peu sur ça pour revenir un petit peu sur le rôle des salariés, des citoyens.
je comprends hein, qu'on ait un sentiment d'impuissance alimenté par l'échec des combats qui ont pu être menés récemment, notamment contre la retraite, contre la réforme du statut de cheminot, contre les déserts ruraux au travers du combat des Gilets jaunes. Pour autant, je pense que c'est aussi un peu grâce à eux qu'aujourd'hui, nous sommes en capacité de nous poser un certain nombre de questions. Et un petit peu comme en 95, je dirais, le grand mouvement des cheminots avait permis le réengagement de nombre d'intellectuels, dont Pierre Bourdieu, sur le combat anticapitaliste, ou en tout cas la recherche d'une perspective post-capitaliste. Je crois qu'il ne faut pas évacuer comme ça, d'un trait, je dirais, ces modes d'action. D'ailleurs, vous avez vu, il y a eu la recherche pendant le confinement de modes d'action un petit peu nouveaux, s'appuyant évidemment sur les nouvelles technologies de la communication. Mais pour autant, il y a une réappropriation du mode d'action traditionnel. Et vous avez vu qu'autour des hôpitaux, aujourd'hui, il y a des mouvements qui sont en train de se développer. Je ne sais pas jusqu'où, parce que l'avenir n'est pas écrit d'avance. Et puis, j'ai envie qu'on réfléchisse aussi sur le fait que, même si pour l'instant c'est au niveau des discours, Macron et ses affidés ont été obligés d'intégrer dans leur discours un certain nombre de choses, d'aspirations qui étaient devenues majoritaires dans la société, notamment l'accès aux soins, notamment la sécurité sanitaire, etc. Et donc les amène à modifier leurs pratiques et leurs comportements. Pour autant, ils n'ont pas arrêté. Malheureusement, le monde d'après qui se dessine ressemble beaucoup au monde d'avant. Et on va voir avec le Ségur de la santé, par exemple, quelles leçons ils auront retenues finalement de ce que nous venons de vivre collectivement, et surtout pour la première fois de manière planétaire. C'est quand même assez exceptionnel ce qu'on a vécu. Alors on le vivait, on l'avait vécu au moment de certaines guerres mondiales, et puis aujourd'hui on l'a vécu au travers, je dirais, de cette pandémie, et en tout cas des réponses qui ont été faites pour essayer de l'enrayer. Voilà, quelques questions que je livre, que je mets en débat et en discussion. Mon propos, c'est pas qu'il faut arrêter de faire la grève, parce que parfois, il n'y a pas d'autre choix. Hein. Mais par contre, il y a d'autres modes d'action. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Mais par contre, mon propos n'était pas de dire qu'il faut arrêter les luttes sociales, parce que parfois, il n'y a pas d'autres armes. Voilà. Par exemple, pour le personnel soignant, bien sûr. Je voudrais continuer un petit peu et demander, enfin, dans la continuité de ta question ou de ton intervention, Dominique, et demander à Pierre Karl un petit peu qu'est-ce qu'il a cherché à faire avec ce documentaire. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, en fait, c'est un mix ou un working progress, comme on dit maintenant, entre plusieurs étapes, entre plusieurs années. Bon, alors, il y a l'époque de sortie du film, donc des images d'archives. Il y a plusieurs interventions de GB en 92, en 99, en 2000, en 2001, en 2002. Donc, apparemment, c'est une amitié assez soutenue que vous avez eue avec GB, une admiration, je suppose, très forte. Il y a aussi des interviews avec Daniel Vernet. Et alors, bon, vous pouvez me dire, oui, ben, je ne savais pas quoi faire donc, pendant le confinement, donc j'ai procédé au montage de toutes ces archives. Bon, vous pouvez le dire si vous voulez, je ne vous croirai pas. Et donc, c'est bien pour ça que je vous pose la question. Qu'est-ce que vous aviez derrière la tête, si on peut dire, à quoi avez-vous pensé en travaillant ce document et en nous livrant ces images? Bon, ce que disait Jean, l'émotion que l'on sent. Bon, moi, je n'étais pas en Europe à cette époque-là, mais il y a une émotion incroyable qui se dégage de ces images, de ces échanges, de ce GB qui est toujours là. On voit diverses époques. Enfin bon, c'est extrêmement émouvant. Et en même temps, contrairement à ce que l'on pourrait penser, si on compare avec notre époque, on se dit finalement, on a peut-être encore une chance. Peut-être, voilà, ils ont été capables d'utopie et pourquoi pas nous. Voilà. Mais les grands médias, moi j'ai fait
plusieurs films de critique des grands médias, de la télévision, de la radio. Enfin bon, et les grands médias sont ahistoriques, c'est-à-dire qu'ils ne mettent pas en perspective historique, ils ne rappellent pas que des choses ont eu lieu, que des réflexions ont été présentes dans l'espace public à certains moments. Et moi, mon boulot en tant que réalisateur de documentaires indépendants, c'est justement de ne pas participer de cette ahistoricisation qui est le propre des grands médias. C'est plutôt de rappeler que des choses ont eu lieu ou des propos ont été tenus. J'ai fait aussi ce travail en Amérique latine, en Équateur, en filmant donc ce président progressiste, entre guillemets, Rafael Correa, qui a tenté quelque chose dans les années 2000 en Équateur, une autre politique, une politique de régulation du capitalisme, on va dire. J'ai réalisé aussi un film sur Pierre Bourdieu, le sociologue, à une époque où Bourdieu enfin, son discours, ses analyses étaient complètement occultés par les grands médias. Donc voilà, mon boulot, moi, c'est un boulot de faire connaître au public le plus large des choses que l'on ne verra pas forcément dans ces grands médias. Alors, il y a toujours des gens qui me disent, oui, mais maintenant, avec Internet, les grands médias n'ont plus la même puissance qu'avant. Ça, je ne le crois pas. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé durant le confinement. Je crois qu'il y a 35 millions de personnes qui ont écouté Emmanuel Macron un soir. Ils n'ont jamais été aussi puissants et ils n'ont jamais été aussi alignés. Oui, ça c'est le livre avec Abriba. Ils n'ont jamais été aussi alignés et aussi voix de son maître. On a vraiment eu la télévision et la radio voix de son maître qui relayait complaisamment le discours du pouvoir politique et de ceux qui nous gouvernent. Donc moi, mon boulot, c'est de proposer d'autres sons de cloche, de faire entendre d'autres sons de cloche. Et quand j'ai eu l'occasion de côtoyer certaines personnes comme Bourdieu ou comme GB, bien sûr, je suis relativement bien placé pour jouer ce rôle-là, quoi. Voilà comment je vois mon boulot. Alors, l'idée, c'est quand même d'ouvrir, enfin, ça paraît peut-être, c'est quelque chose qu'on entend un peu trop, mais c'est d'ouvrir l'espace des possibles. On se dit, tiens, ça a été possible à une époque de réfléchir à cela, pourquoi ça ne le serait pas à nouveau aujourd'hui? Voilà la raison pour laquelle j'ai réalisé ce documentaire. J'aurais pu en faire d'autres pendant le confinement, j'avais suffisamment d'archives pour faire d'autres films, mais c'est celui-là qui me semblait important de sortir en ce moment. Donc, c'est que cette époque 73, les années, on va dire les années 68, GB à un moment donné parle de l'époque entre 68 et 83. Oui, plus fort? Oui. Plus fort? Non? Attends, je vais mettre plus de son. Voilà. Ça va comme ça, tu m'entends mieux? Oui, bien. Oui. Bon. Et donc, GB à un moment donné parle entre 68 et 83, où il dit qu'il y avait. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec le terme d'époque ouverte, ce terme d'Umberto Eco, mais enfin, quand même, je continue à le revendiquer. C'était quand même une époque ouverte où plein de choses étaient possibles. Par exemple, le mot utopie, ce n'était pas un gros mot. Ça l'est aujourd'hui devenu. Et donc, si vous nous proposez ce travail, c'est que vous pensez qu'il y a des enseignements et des choses à tirer de ces années-là. Absolument, oui. Comme il y a des enseignements à tirer de la Commune de Paris. Oui. Il y a des enseignements à tirer de l'époque où a été inventée la sécurité sociale. Gilles Perret a fait un film là-dessus, La Sociale. C'est des choses qui sont, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le ministre Ambroise Croizat, communiste, qui a mis en place la sécurité, l'assurance sociale, ne figurait pas dans le Larousse jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Hein. Et il y a eu un combat mené par Gilles Perret ou par François Ruffin, je ne sais plus, pour que son nom apparaisse dans le Larousse. Donc il y a toujours ce problème on voudrait nous faire croire de naturalisation. On voudrait nous faire croire que les choses telles qu'elles se déroulent aujourd'hui se sont toujours déroulées ainsi. C'est ça. Or, ce n'est pas le cas. Il y a des périodes dans l'histoire où il y a eu d'autres réflexions, il y a eu d'autres rapports de force, il y a eu on a imaginé la société autrement, et c'est toujours bien de le rappeler. Et si on le rappelle, c'est pas comme ça par simple. C'est parce que ça peut influencer notamment des jeunes. Hein. Moi, j'ai montré le film à pas mal de jeunes qui étaient sidérés parce qu'on leur avait pas appris ça dans les livres d'histoire. On leur avait pas parlé de l'an 01, on leur a pas parlé du Club de Rome. Ils découvrent les choses, quoi. Et
et ils se disent, tiens, il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. À creuser, Pardon, vas-y, Josiane. à creuser et à poursuivre. Donc, Oui, oui. justement, c'est bien parce que si vous créez des échanges avec des jeunes, je ne sais pas, peut-être à l'université, mais ça peut permettre effectivement, comme vous dites, qu'il y ait une réflexion d'établi et qu'il puisse y avoir un prolongement par rapport à ces leçons d'histoire, parce que ce sont quand même véritablement des leçons d'histoire, on peut dire. Mais quand on est, enfin, en tout cas moi en tant que réalisateur de documentaires engagé, on va dire, ou militant, qui pour moi n'est pas un gros mot, alors que c'est un gros mot pour certains de dire qu'on fait des films militants. Je pense que tout le monde fait des films militants, mais euh, moi mon espoir, c'est que ces films ne disent pas aux gens ce qu'il faut penser, mais nourrissent une réflexion collective qui va déboucher sur de l'action. Voilà comment je conçois mon travail dans cette histoire. On était parti sur l'idée de parler du jour d'après. Bon. Aujourd'hui, un ami justement sur le rond-point à Pellegrin a dit il va falloir que tu m'expliques un peu cette histoire du jour d'après, je ne comprends pas. Bon, j'ai pas bien compris ce qu'il ne comprenait pas, mais en même temps, je me dis pour nous, c'est évident. Ça veut dire que cette histoire du jour d'après, c'est évident. C'est-à-dire, on a passé 2 mois sur desquels on devrait tirer des enseignements ou des lignes d'action, etc. Or, ce n'est pas ce qui est en train de se dessiner. Quand on écoute les médias, on va revenir à toute vitesse à l'avant. Et pour une fois, je suis d'accord avec un membre du gouvernement, le jour d'après risque d'être comme le jour d'avant et en pire. Bon, ça, c'est tout à fait vrai. Donc, ces lignes d'action, vers quoi on peut essayer de réfléchir. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? On a déjà parlé, évidemment, du boycott, enfin, ou de la décroissance. Mais la décroissance, il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas ce mot-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les pistes déjà dans notre quotidien? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voilà. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire vis-à-vis des autres? Moi, ça me préoccupe beaucoup parce que je vois le temps passer et petit à petit, subrepticement, on est en train de repartir, on reparle des avions. Ah ben non, on peut aller passer ses vacances hors des frontières de France, etc. etc. Enfin bon, on est en train de repartir tête baissée, oui. Voilà, comme les autruches. Voilà. Tête baissée, mais... Une petite réflexion là, pour compléter en fait, ton questionnement. Est-ce qu'on a besoin, je dirais, d'inventer des sujets de réflexion en plus de ce que nous vivons quotidiennement aujourd'hui? C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de choses dans la réalité concrète, dans le vécu immédiat, dans le vécu quotidien, un certain nombre de questions pour lesquelles il n'y a pas eu de réponse sociale avancée, construite, sans inventer, je dirais, des terrains de lutte nouveaux. Alors peut-être qu'il faut le faire, hein, quand il y a des questions nouvelles, il faut inventer des terrains de lutte nouveaux. Mais là, quelles sont les questions les plus immédiates qui se posent dans la société française à la sortie du confinement et comment les gens, quelles sont les questions prioritaires qui les préoccupent et est-ce que c'est pas en travaillant à partir de ces questions prioritaires, évidemment dans un sens progressiste, dans un sens d'émancipation, dans un sens de libération humaine, qu'on va être le plus efficace, en tout cas dans la mise en cohérence, je dirais, entre nos aspirations progressistes, nos aspirations d'émancipation, et puis la solution des besoins des êtres humains tels qu'ils s'expriment, et ils sont nombreux, ils sont vastes. Et par exemple, est-ce que sur la question de la nourriture, c'est-à-dire que sur la fin du confinement, moi je voyais dans ma cité émerger des besoins immédiats à satisfaire en matière de nourriture, notamment dans les milieux migrants qui, effectivement, comme la plupart travaillent au noir, n'avaient plus de travail pendant la période du confinement. Alors là, se posent 2 choses, effectivement, l'immédiat, la nourriture, mais aussi le statut de ces familles et la lutte à mener pour leur obtenir des papiers. Mais il faut le faire avec eux, pas à leur place, parce que sinon, ça n'aura pas... je ne sais pas qui ça va émanciper, peut-être nous, ça va nous faire plaisir, mais pour le reste, qu'est-ce que ça aura changé dans la pratique quotidienne de ces personnes? Voilà, mais bon, je prends cet exemple-là, mais je pourrais en prendre beaucoup d'autres. Aujourd'hui, par exemple,
on utilise tout un tas d'arguments hygiénistes, et je ménage à peine mes mots, pour empêcher les salariés de revenir sur leur lieu de travail. Je parle de ceux qui ont envie d'y revenir, ceux qui préfèrent continuer en télétravail, etc., en distanciation physique et autres. Bon, la question se pose moins. Mais pour ces personnes-là, comment on fait? Quels sont les problèmes concrets qui se posent sur les conditions de travail, sur leur avenir? Là, il y a un problème très concret qui se pose. Renault va recevoir du pognon et il va fermer les entreprises en France. Oui. Alors qu'on sait qu'on va rentrer dans une période où il va y avoir des centaines de milliers de chômeurs en plus, parce que le confinement, mais aussi la crise économique, va générer des fermetures d'entreprises en très grand nombre. Quel combat on mène? Comment on envisage non pas le maintien de la production telle qu'elle était jusque-là, mais si on doit injecter de l'argent pour éviter le chômage, mais injectons de l'argent avec des contreparties, exigeons effectivement une transformation de l'appareil productif pour le rendre plus écologique, plus social, et pour donner plus de place et plus de force au pouvoir des travailleurs, à leurs représentants dans les entreprises. Vous voyez, enfin, je crois qu'on a plein d'opportunités, de terrains de lutte, de terrains d'action. Il faut les occuper. Et je ne sais pas si... Après, il y en a plein d'autres. Moi, à l'université, évidemment, on va se retrouver là très vite avec le vote de la loi sur la programmation de la recherche. Il y a des enjeux énormes. Il y a le combat, par exemple, sur le problème de la nouvelle loi sur l'indemnisation du chômage, qui est un véritable scandale social. Qu'est-ce qu'on fait pour essayer de faire en sorte que cette loi ne passe pas, ou en tout cas en l'état, etc., etc. Voilà. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à s'approprier les enjeux que les gens sont susceptibles de faire leur, enfin, c'est leur combat de toute façon, pour effectivement faire bouger la situation sociale, économique, écologique, démocratique. Oui. Mais alors, je suis entièrement d'accord avec Dominique en ce sens que finalement, au-delà de la complexité qui est très grande de tous ces problèmes auxquels on va être confronté, on ne peut pas compter sur l'oligarchie pour simplifier les choses. L'idée, le fil conducteur de nos luttes, c'est la prise de contrôle. Il faut qu'on réalise une prise de contrôle. Si par exemple il y a des entreprises, bien sûr, elles fabriquent quelque chose, mais elles subissent des ordres, elles suivent des consignes qui viennent de très loin. Et il y a une utilisation de la monnaie. Donc, il faut qu'on reprenne le contrôle des unités de production pour qu'elles servent aux besoins éventuellement locaux, pas forcément, mais éventuellement locaux, et que finalement le pouvoir bureaucratique soit vidé de sa substance. Quand on voit par exemple qu'on s'interroge sur le vote d'une loi, il faut dire, bon, la loi c'est quoi? C'est un ensemble de gugus qui sont à Paris, qui reçoivent des consignes de Washington ou d'ailleurs. Nous, on reprend les choses en main, on fait les choses nous-mêmes et on prend le contrôle de nos affaires. C'est ça, je pense, le fil conducteur. Mais bien sûr, au-delà de ça, il y a toute la complexité. Et là, évidemment, au coup par coup, ça va être très complexe. Oui, alors, moi, il y a une chose qui me dérange dans les différents discours qu'il y a eu là, c'est je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Dominique, bien sûr, quelque part, mais ce n'est pas le moyen de production, ce sont les gens qui travaillent. Il ne faut pas accepter un licenciement sans qu'il y ait une contrepartie de formation et de pouvoir changer de métier. Et ce sont des choses comme ça concrètes, hein, et en particulier les problèmes de formation qui sont premiers. Bon, ça c'est bon, il faudrait développer. L'autre aspect, bon, c'est nous ne sommes pas des travailleurs à l'usine. Et alors, mon propos va être un petit peu peut-être décalé, mais faire comprendre aux gens qu'ils n'ont pas perdu leur temps à aller dans les grands magasins. Ils ne se rendent pas compte le nombre de minutes et d'heures qu'ils perdent, alors qu'ils en ont gagné là maintenant en pouvant aller dans les magasins de proximité. Ils ont plus de temps.
Et c'était quand même un des grands problèmes. On sait combien les petites études qui ont été faites, des gens qui supportent très bien les embouteillages et des heures, et ne pas retourner tout de suite voir Bobonne à la maison. Hein, on connaît ces études qui ont été faites. Comprendre aux gens qu'ils ont un capital extraordinaire, le temps, pour savoir justement en faire autre chose et qu'ils ne s'ennuient pas. Alors, c'est ça qui serait intéressant en termes d'analyse, de savoir ce qui c'est le sentiment du vécu des gens dans cette période et comment la temporalité a changé de mesure. Bon, il faudrait développer tout ça, mais disons, c'est aussi quelques idées que je… Non, mais c'est une grande piste de travail, tout à fait, oui. Pour rebondir également sur un type d'action qui pourrait être mise en place à l'heure actuelle, moi, quand on regarde la société actuelle, on peut dire qu'on est dans une forme de domination par un adversaire qui est hégémonique, qui est tentaculaire. Donc, comme le disait Daniel, il faut essayer de reprendre le contrôle, mais c'est quasiment impossible de reprendre le contrôle parce que voilà, cet adversaire possède la presse, cet adversaire a l'influence, cet adversaire a le pouvoir partout. Donc moi, ça me fait penser à une forme peut-être de résistance à mettre en place et au travers, par exemple, d'actions de sabotage, concrètement de sabotage. C'est-à-dire, mais comme la résistance l'a fait pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est détruire, par exemple, des symboles ou des armes de ce capitalisme et de ses dominants. Est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, je vois Sea Shepherd qui essaye de faire des actions coup de poing. Moi, je pense aux Anonymous, par exemple, je trouve ça dommage. Ils ont potentiellement une force de frappe incroyable, extraordinaire, en étant des hackers qui pourraient potentiellement contrôler n'importe quel logiciel et donc saboter toutes les institutions, etc. Pourquoi pas et ça pourrait être à une échelle un peu plus individuelle, c'est-à-dire par groupe réduit, de concrètement saboter, vraiment saboter, une forme de résistance. Un autre virus. Attention, Ah oui, quand même, il faut poser la question. Attention au sabotage, de parler de sabotage sur une application américaine qui est ouverte à tout vent. On est contrôlé, on est fliqué, tout ce qu'on dit là est écouté. Mais ils ne comprennent pas le français, les Américains, ils ne comprennent pas le français. Mais avant, il faudrait peut-être qu'on ait des moyens de communication qui ne soient pas ceux-là, hein, parce que là, on est mal barré. En parlant de sabotage, il y a un groupe actuellement qui mène des actions de sabotage de pylônes de télécommunications. On en a un petit peu entendu parler, pas beaucoup. Oui. Et leur objectif, c'est justement de lutter contre ces systèmes de télécommunications qui perpétuent les idées du pouvoir. Et il y a des actions de ce type qui existent, mais il faut pas. Je ne pense pas qu'ils soient sur Zoom, ces gens-là. Hein. D'accord. Oui, moi, juste une réflexion là-dessus. Comment dire ? Cette idée de sabotage, elle a eu cours à un moment donné dans l'histoire des luttes sociales. Hein. Je veux dire, c'était le fond idéologique de travail des Brigades Rouges ou de Luta Continua en Espagne au moment de… Bon, tout ça, effectivement, il y a eu des tentatives. Il y a eu les tentatives d'action directe, etc. Sauf que l'expérience qu'on peut en tirer, hein, je dirais, en termes d'efficacité, d'une part, c'est que ça n'a pas fonctionné. Et deuxièmement, en tout cas, ça avait des effets limités. Et deuxièmement, ça pose une autre question. C'est avec qui et comment on a envie de faire changer cette société. C'est-à-dire que, est-ce que oui ou non, des fois, on a un peu un sentiment d'impuissance. Je comprends. Moi, j'avoue qu'il faut avoir beaucoup de recul, et y compris une certaine dose d'optimisme, pas béat, mais une certaine confiance dans l'humanité pour penser effectivement qu'on peut s'extraire de l'hégémonie capitaliste pour aller vers autre chose. Sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est que, par exemple, on a 80-90% qui, en France notamment, hein, je dis bien sur la planète, mais sur la planète, on peut y aller aussi. Hein. Je veux dire que on a peut-être oublié, là, dans la dernière période, avec le confinement, que juste avant le confinement,
il y avait des luttes sociales dans tous les pays du monde, partout. Sauf que, évidemment, la télévision nationale, les réseaux nationaux en parlaient peu. Mais dans tous les pays, je dirais, le capitalisme, la globalisation capitaliste, elle est aujourd'hui contestée. Est-ce qu'elle a trouvé une voie, je dirais, alternative pour s'extraire de cette globalisation? J'en suis pas sûr. Mais on a toute une expérience là d'une trentaine d'années où on a tenté de reconstruire une internationale, alors pas celle qu'on a connue au XXe siècle, mais une nouvelle internationale sociale, écologique, et cherchant à construire des rapports humains et construire des activités humaines qui justement s'extraient de la logique du profit, de la logique de rentabilité. Est-ce qu'on y a réussi? Pas complètement. Mais moi, je suis persuadé quand même qu'on a marqué ces pratiques de désobéissance civile, par exemple. Hein, vous vous souvenez les batailles qu'ont menées Attac et les faucheurs, etc. Toutes ces actions, moi je suis militant à Attac, donc j'y ai participé avec d'autres évidemment. Et finalement, c'est des actions qui nous ont permis de rapprocher, je dirais, le monde du travail du mouvement écologiste et du mouvement altermondialiste. Alors qu'à une certaine période, la question sociale s'opposait à la question environnementale. Et il me semble que en quelques années, on a réussi à rapprocher ces deux mouvements très importants de la jeunesse et de la société. Alors aujourd'hui, là, il faut qu'on mesure peut-être la gravité, en tout cas le moment où on est, je dirais, d'exacerbation des contradictions entre le travail et le capital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui contestent objectivement la domination des critères capitalistes sur l'organisation de nos sociétés. C'est malheureusement pas suffisamment visible, mais dans toutes les questions quotidiennes, que ce soit, je dirais, dans les conseils municipaux, pour prendre des lieux politiques, jusque dans toutes les sphères politiques jusqu'au niveau mondial, aujourd'hui, il y a des questions sur lesquelles les citoyens, la jeunesse, les salariés, les organisations syndicales, les associations commencent à avoir de plus en plus de poids. C'est-à-dire qu'elles, malgré le sentiment qu'on a, quand on y regarde au concret dans la vie quotidienne, on s'aperçoit que de plus en plus de gens veulent compter, comme tu le fais, Eric. Hein. Ils veulent compter et ils veulent être efficaces. Alors évidemment, je comprends leur souci, c'est d'être efficace immédiatement, rapidement. Mais on peut être aussi efficace sur les actions symboliques. Tu parlais d'actions symboliques tout à l'heure, hein, Eric. Justement, on peut détruire certains dogmes capitalistes. Alors là, oui, on va être, tu vois, on est dans le travail symbolique, mais on peut être extrêmement percutant, comme le fait Pierre Carle d'une certaine manière avec son film, et on est en train de détruire, comment dire, tout l'esprit de résignation dans lequel on essaye de nous alimenter, tout le sentiment d'impuissance permanent dans lequel on essaye de nous faire baigner en nous disant il n'y a pas d'autre avenir possible, il n'y a pas d'autre possibilité d'orienter la société. Je vais prendre un exemple très concret, même si personnellement, ce n'est pas le mode d'action que je vais utiliser. Mais chaque fois que je vais en Ariège, je rencontre là-bas des dizaines, des centaines de jeunes et de moins jeunes qui sont partis s'installer en Ariège justement pour vivre autrement. Hein, ils ont rompu avec notre mode de fonctionnement et ils ont repris contrôle de leur vie et de leur temps. Mais la question, c'est une question cruciale qui nous est posée aujourd'hui. Tout à l'heure, c'était Daniel, je crois, qui disait, ou Jean, ces gens qui disaient sur la question du temps, avec le déconfinement, de manière très contradictoire, et ce n'était pas du tout l'objectif du gouvernement, les gens se sont réappropriés leur espace vital, évidemment de manière contrainte. Ils ont quitté leur voiture de manière contrainte, mais là, ils viennent d'expérimenter eux-mêmes, non pas par, je dirais, des idées utopiques, ils viennent d'expérimenter par eux-mêmes des pratiques ou des non-pratiques qui montrent qu'on peut changer la vie, changer notre vie
et changer notre mode d'action. Alors évidemment, les autres, là, ils ont tenté, je dirais, de nous faire une expérience régressive, mais en même temps, c'est jamais aussi simple que ça. Hein, la vie des gens, les pensées des gens, elles reflètent les contradictions de leur vécu et de la société. Et je suis pas sûr que, in fine, on le verra dans l'avenir, évidemment. Pour l'instant, c'est compliqué avec le confinement, on en est à peine sorti, mais je suis pas sûr que dans les semaines, les mois qui viennent, la situation soit peut-être pas encore plus compliquée qu'avant pour les forces du capital, pour ceux qui souhaitent continuer à s'enrichir sur le travail des hommes et maintenir ce mode d'organisation de nos activités économiques, sociales et politiques. Voilà. Mais ça se débat, hein, c'est pas… Je voyais aussi une problématique, c'est vraiment d'arriver à embarquer les gens et la masse dans un mode de pensée alternatif et pour les mener à une action concrète. Parce que, voilà, et donc c'est pour ça que, parce que notre grande force, c'est d'être le nombre. Et donc forcément, j'ai l'impression quand même que la majorité des revendications qui ont réussi à être traduites en loi et en gains pour la population, ça a été des choses qui ont été faites grâce au nombre, grâce aux manifestations, grâce à un sentiment d'impression de, voilà, le pouvoir a eu peur, le pouvoir a lâché du lest, car il a vu une vague devant lui. Et c'est ça toute la force. Et donc, comment arriver à embarquer un grand nombre de personnes dans un chemin, après je ne dis pas lequel, mais dans un chemin en sachant que la situation, elle est quand même urgente. Et c'est vrai que vous parliez de oui, les jeunes, on veut être efficace, on veut tout rapidement, tout de suite, mais j'ai bien peur. Il le faut maintenant. Il le faut. Bien sûr. Oui, il le faut tout de suite. Tout à fait. Non, absolument. Et je me dis que c'est vrai, même si c'est pas très joli. Là, je viens de voir mes parents qui vont me dire Thibaut, parce que moi je m'appelle Thibaut, Eric. Non, peu importe. Et donc, c'est vrai que l'idée de sabotage, alors c'est un mot, c'est sûr, je comprends que c'est pas très joli, mais ça peut aussi avoir le mérite de créer, je sais pas si c'est de créer des héros, si de créer un sentiment d'héroïsme entraînant, voilà, un peu comme, je sais pas, le Tché par exemple a pu acquérir cette image. Voilà, moi peut-être que je suis bloqué là-dedans, c'est la piste, voilà. Non. C'est vrai qu'il y a une nécessité d'embarquer du monde rapidement, et c'est vrai que les débats de fond, moi je vois, j'ai un environnement, mes copains, on est des gens simples, tout ça, un peu loin de ces débats politiques et de ces pensées. En fait, bon nombre de camarades que je côtoie, non, j'ai pas beaucoup de conversations comme ça avec eux. Et justement, c'est vrai que là, si je les mettais avec moi, avec vous, là, je sais pas s'il y aurait beaucoup de résultats. Un film de Pierre Carl, oui, c'est vrai, pourquoi pas. J'ai essayé, je le dis, nouveau chien de garde, j'essaye, mais bon. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a un impératif de rapidité, voilà, qui est là, quoi. Qui est là. La question de la rapidité, c'est de rendre les gens conscients de ce qu'ils ont vécu et d'arriver à discuter de ce qu'ils ont, oui, vécu et de manière concrète. Qu'est-ce que ça a remis en cause dans leur relation avec l'autre, les autres? Et je crois que c'est pas d'abord une question de masse, c'est une question d'entraînement à la réflexion de ce qui, puisqu'on profite d'une moindre entre guillemets aliénation par le travail, hein, et bien d'arriver à conscientiser les gens et aider et arriver à discuter avec eux de ce qui s'est passé. Bon, Pierre. Donc c'est Thibaut, c'est ça? Thibaut. Donc, oui. Voilà. Donc je remercie Thibaut parce qu'il vient de soulever quelque chose qui me… On t'entend mal. Comment? Vous m'entendez mal? Je me rapproche et je monte le son. Voilà. Et donc je remercie Thibaut parce qu'il vient de toucher quelque chose qui me gêne beaucoup dans nos débats à Espace Marx en général, c'est qu'on est extrêmement dans la théorie. Ah oui. Et on doit dire que
plus d'une fois, quand j'entends, excuse-moi Dominique, mais c'est vrai, tu ne te rends pas compte que tu manipules des tas de choses. Et nous, on est, enfin, pour ma part, je me sens à la traîne, c'est pas possible. Il y a des moments où je décroche et je mets en stand-by parce que, si tu veux, ce sont des tas d'indications qui, pour ma part, me dépassent. Et je me dis que si ça me dépasse, je ne dois pas être la seule quand même. Et que voilà, c'est formidable, tu as tout à fait raison, ce sont des mondes parfaitement construits, sauf que je n'arrive pas à rentrer dedans. Et j'imagine que je ne suis pas la seule. Donc, pour répondre un peu à ce que nous dit Thibaut, et c'est quelque chose que je viens de percevoir là dans ce qu'il disait, pourquoi est-ce qu'on ne partirait pas un peu, on ferait les deux, voilà. Pourquoi est-ce qu'on ne partirait pas de notre vécu et de notre quotidien? Comment est-ce qu'on ne pourrait pas, comme dit Thibaut, embarquer les gens partant de choses quotidiennes? Je veux dire par là, on a tous découvert, un exemple, hein, on a tous découvert que durant 2 mois, on pouvait se passer de tas de choses, que des tas de choses n'étaient pas utiles. Des tas de choses. Bon, par exemple, l'exemple, ce sont les fraises en hiver, mais tout ce qui est, par exemple, alimentation, qui traverse la moitié de la France et peut-être parfois de l'Europe, pour arriver jusque dans nos assiettes. On a découvert ça. Est-ce que, par exemple, on ne peut pas régulièrement, dans des réunions amicales, jouer un jeu du style rugby? Je présente ça comme un jeu, mais ça peut être autre chose, c'est-à-dire du style, et si on jouait à ce dont on peut se passer, et ce qui n'est pas utile pour notre vie. Je dis ça parce qu'avec Josiane, qui est tout en haut à gauche, nous appartenons à une petite association écolo, toute petite, mais qui est assez active, et l'un d'entre eux racontait comme ça qu'il jouait, qu'il avait commencé à demander à ses amis, justement, de quoi pouvons-nous nous passer, et qu'il était assez effondré du résultat. Et je pense qu'il ne faut peut-être pas lâcher le morceau, et que ça peut être une entrée sur, bon, est-ce qu'on accepte de continuer à vivre comme ça, et de là, bon, tout ce qui est la production, etc., le consumérisme, tout ce que vous voulez, mais peut-être partir de ce que nous avons découvert sur nous, aussi la gestion du temps, durant ces 2 mois. Et je pense que ça, c'est pas innocent, tout ce qu'on a découvert, voilà, à partir du quotidien. C'est vrai, quelqu'un a parlé tout à l'heure de la suspension du temps. Hein. Je pense que c'est Jean, non, qui a parlé de la suspension du temps, hein. Et c'est vrai que c'est une notion qui était extrêmement importante, une sensation et quelque chose qui est à préserver pour garder le temps de réfléchir et d'échanger. Alors bien sûr, tout le monde n'était pas dans la même situation, hein. Télétravail, etc. Il y a des gens qui ont énormément travaillé entre les enfants, le télétravail, etc., qui ont eu peu de temps en fait de prise de recul, mais tout de même, qui ont pu s'interroger. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui reste à préserver, à garder en mémoire, pour prendre le temps effectivement d'interroger, de questionner, d'échanger et de voir quelle démarche nous devons suivre et mettre en œuvre. Eric, c'est pas Eric, c'est... Donc c'est Thibaut. Oui, Thibaut. Voilà. Oui. Parce que tu es affiché Eric Lacoste. Donc, oui, non, je sais bien. C'est mon père qui s'est connecté. Ouais. Il a prévu de faire un sabotage, donc il a changé de nom avant. Oui, bien sûr. C'est ton père qui va prendre après, hein? Fais gaffe. Oui, bon, ça, c'est pour ça qu'il le fait d'ailleurs. Mais oui, c'est vrai. Et je pense aussi qu'il faut s'attacher dans la vie de tous les jours à vraiment et tout le temps essayer de faire passer des idées en fait. Et c'est limite, il faut toujours avoir cette petite graine dans la tête de dire j'ai des gens en face de moi et il faut toujours, je sais pas, soit dédramatiser, essayer de, dédiaboliser, malheureusement, dédiaboliser le mot communisme, par exemple. Moi, souvent, on m'appelle le communiste dans ma bande de potes. Et au lieu de me braquer, j'essaie d'en rire au final et je me dis que au moins, ils sont plus ou moins familiers avec le mot communisme et en la personne de moi, ils voient bien quand même que ce n'est pas un grand méchant loup. Et donc, il y a ça, il y a voilà, aussi un peu peut-être du dédain aussi. Est-ce qu'il ne faudrait pas montrer du dédain pour les politiques, pour Marc,
pour ces conversations qui portent sur les voitures de course que j'ai avec mes potes. Est-ce qu'il voilà, du dédain aussi, mais non, vous m'intéressez pas. Non, c'est pas, voilà, c'est pas intéressant. La vie, c'est pas ça. Voilà. Montrer aussi, c'est des choses, voilà, dans la vie de tous les jours, des émotions, voilà, qui peuvent aider aussi voilà, à embarquer des gens. Parce que moi, c'est vrai que enfin, là, vous représentez une fraction tellement infime de la population, c'est quand même impressionnant. Il faut bien avoir ça dans la tête. Et en sachant que enfin, voilà, le capitalisme dominant a réussi à déployer tout un arsenal de vocabulaire, d'idées conçues, aidées par les médias, etc. Enfin, au final, vous le savez, mais il y a tellement un gros travail de sémantique aussi à faire et de vocabulaire qu'il faut vraiment faire ça tous les jours avec voilà. Moi, j'essaie de le faire avec mes proches, mais c'est difficile aussi de le faire quand on a, je sais pas, 10 secondes comme ça d'une conversation avec une personne qu'on croise au supermarché ou quoi. C'est difficile. Mais il faut bien garder ça dans la tête que voilà, il y a plein d'idées préconçues et plein de vocabulaire qui sont… Voilà. En parlant du vocabulaire, il y a deux mots qui ne sont plus des gros mots aujourd'hui, c'est planification et relocalisation. C'est vrai. Qui étaient des gros mots jusque-là. Hein. Pour ça, c'est plutôt une avancée. Oui. Plutôt une avancée, ça. On peut à nouveau employer ces mots sans pas pour un fou furieux, quoi. Ouais, moi, je suis très interpellé par ce que tu dis, Thibaut. Évidemment, moi, je suis de la génération de ton grand-père. J'ai milité avec lui, donc évidemment, c'est une autre époque. Mais quand même, moi, ce qui me frappe, tu vois, aujourd'hui, c'est le rapport que réussit à établir quelqu'un comme Bernard Friot avec la jeunesse, justement. Et alors, tu vois, lui, il frappe et il casse. Hein, franchement, hein, je veux dire, et il n'a pas besoin de violence, en tout cas, tu vois, d'actes type action directe pour faire bouger dans les têtes. Et d'ailleurs, il est un peu iconoclaste à l'égard de son propre parti, à l'égard de la CGT, mais c'est pas grave parce que aujourd'hui, et ça c'est nouveau aussi dans l'histoire du mouvement ouvrier, il est capable justement avec des formules et en nous interpellant sur nos pratiques. Hein, attention, il fait aucun cadeau, hein, mais c'est extraordinaire. Moi, j'ai jamais vu ça. Je veux dire, chaque fois que je l'invite à Bordeaux, dans les réunions, il y a 150 jeunes, quoi, et moins jeunes. Il y en a quelques moins jeunes qui viennent, mais c'est des jeunes pour la plupart. Et par contre, voilà. Et par contre, quand nous on organise des réunions, Espace Marx, évidemment, on est beaucoup moins nombreux. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque part quelque chose, en tout cas une démarche de Friot qui s'appuie en fait sur les aspirations et les attentes de la jeunesse et qui essaie justement de les travailler, non pas pour les comment dire, il ne s'agit pas de les enrôler ou de… Non, il les prend comme ils sont et il dit voilà, comment je vais faire pour que cette jeunesse, elle converge avec les combats du passé, parce que enfin, ce n'est pas les combats du passé, c'est les combats d'avenir, mais qui sont portés par des forces anciennes et qui ont besoin de se rencontrer à un moment donné. C'est-à-dire, tout à l'heure, je vous parlais de la rencontre entre le mouvement altermondialiste et environnemental et la classe ouvrière traditionnelle, pour employer des mots que l'on connaît pour certains. Eh bien, aujourd'hui, il s'agit de faire se rencontrer, je dirais, les anciens et puis ceux qui… Enfin, ne sont pas forcément des anciens hein, qui sont engagés au Parti communiste ou à la CGT ou ailleurs. Mais comment faire en sorte que ces mouvements, comment dire, ces aspirations se rencontrent et découvrent ensemble finalement la force qu'ils portent, justement la force de leurs aspirations et la force de leur combat et la force de l'expérience aussi que portent les uns et les autres. Alors, moi, j'apporte aucune réponse concrète, hein, mais je parle plutôt de démarche. C'est-à-dire, là, oui, aujourd'hui, on est confronté à quelque chose qui est assez fabuleux,
L'ennui, c'est que moi, j'ai beaucoup moins de perspectives dans le temps devant moi, mais je vérifie quasiment tous les jours que autour de moi, dans les discussions que j'ai, dans les rapports que j'ai avec les autres, il y a plein de choses qui sont en train de se transformer et de maturer. Et c'est ça qui me donne de l'optimisme. Et qui me donne confiance dans l'avenir, parce que je me dis que c'est ça aussi, l'être humain, il est capable aussi de ça. Et c'est comme ça que je continue à militer. Enfin, je veux dire, à m'engager, alors que je devrais être à un âge où beaucoup pensent plutôt à aller voyager, à faire des trucs. Non, moi, j'ai envie de continuer, un peu comme Friot. Il dit, j'ai pas envie de prendre ma retraite. J'ai pas envie qu'on me confine dans une catégorie sociale qui ne fait plus rien. Il dit, non, non, non. Je dis, moi, je continue à être acteur de ma vie. Je veux aider les autres à continuer d'être acteurs de leur vie. Bon, voilà. Enfin, j'apporte rien au débat, mais ça me paraît intéressant de partager cette expérience et en tout cas de réfléchir dessus. Avant de vous laisser, je voulais juste vous dire que moi, je pense qu'à la sortie de cette histoire de virus, on n'est pas sorti de l'onde de choc. On est encore dans l'onde de choc. Et pour répondre à Thibault, moi, il ne me semble pas qu'on embarque les gens, les grands événements sociaux dont a parlé Pierre-Carl tout à l'heure, qui ont donné les grands acquis sociaux. Le monde s'est levé. Le monde voulant du mieux s'est levé. Il s'est levé tout seul. Et c'est à ça qu'on reconnaît que l'heure est venue, justement, d'apporter du meilleur à ce monde. Voilà, ça provient d'une alchimie un peu mystérieuse, née d'une conjoncture de plein d'événements. Mais si ça se produit, il y aura tout le monde. Il y aura plusieurs, plusieurs sensibilités politiques. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que là, en ce moment, vous qui avez le guide du routard à ce carrefour-là, alors il faudra être rassemblés. Que les forces politiques se rassemblent aujourd'hui, les forces qui veulent du mieux. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire avant de vous quitter. Et puis vous dire que c'était ma première visioconférence au bistrot politique de l'Espace Marx, que j'ai beaucoup apprécié. Oh. Je vous dis bonsoir à tous. Merci Lisiane. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, un peu plus fort. Oui, oui, voilà. Oui, bah justement, pour répondre à Marie qui tout à l'heure parlait de la... On m'entend? Oui. Oui, Nadine, oui. Tout à l'heure, tu parlais justement de la difficulté quelquefois de se faire comprendre, parce que quand on manie certains concepts, c'est vrai que c'est pas évident, quoi. C'est un peu abstrait et puis ça passe par-dessus la tête, c'est abstrait, voilà. Mais je crois qu'un mode d'action qui est très important, justement, c'est les films, les modèles, alors les chansons éventuellement, mais tout ce qui est plus concret. Je pensais, enfin quelqu'un le disait il n'y a pas longtemps, alors Thibault parlait de sabotage, je crois que ce qu'il faut saboter, c'est du symbolique, c'est un imaginaire. Et par exemple, à un moment donné, tout le monde trouvait que c'était bien d'avoir des manteaux de fourrure. Aujourd'hui, c'est une honte d'avoir un manteau de fourrure. Donc c'est dans les imaginaires que quelque chose a changé. Et je pense que c'est une déconstruction qu'il faut faire et que pour faire cette déconstruction, elle passe plus par les modèles, par l'image, que par le discours conceptuel et théorique. Et c'est pour ça que les films, comme ce que Pierre-Carl a fait, sont importants, ou d'autres choses sont importantes. Et plus il y aura de gens qui, par exemple, sont connus et ont justement une autre manière de se comporter et de voir leur mode d'agir dans notre société, plus les gens seront attirés par ces modèles-là. Je crois que c'est un mode d'action qui est très important aussi. C'est un autre type de sabotage, plus soft quand même, celui-là. Finalement, reprendre un peu cette idée, ce n'est pas tant le sabotage au niveau du sabotage de l'appareil de production ou de l'objet, que du torpillage de la chaîne de commandement. La chaîne de commandement, c'est l'ingénierie sociale, c'est la publicité, c'est l'obsolescence programmée de l'objet. C'est-à-dire qu'il faut mettre en avant des objets durables.
Et donc, dès qu'il y a un objet non durable, je ne sais pas s'il faut le porter dans le bureau du PDG quelque part, sur le Excel, quelque part comme ça, peu importe. Mais je pense qu'il faut torpiller la chaîne de commandement, la chaîne de pouvoir de l'oligarchie, partout où on le peut. Ce n'est pas facile parce qu'évidemment, il y a la monnaie. Justement, déjà reprendre en main la monnaie, reprendre en main un certain nombre de logiciels, reprendre en main avec des clés de cryptage un certain nombre d'outils qui permettent de disposer d'une autonomie. C'est déjà simplement, qu'on ne sache pas. Moi, par exemple, je ne prends jamais mon téléphone portable quand je vais faire les courses, parce que je n'ai pas envie qu'on sache où je suis. C'est tout simple. Donc, il y a tout un ensemble de torpillage de la chaîne de pouvoir d'aujourd'hui. Ça passe par la monnaie, mais ça passe également par tout un ensemble de dispositifs de conditionnement. Il y a l'éducation nationale, bien sûr. Bon, moi, je me souviens de la réforme des maths modernes, la lecture globale. Enfin, il y a tout un ensemble de bidules qu'il faut littéralement torpiller, contrer, contourner et remplacer par quelque chose qui nous assure une autonomie et une prise en main. Juste une petite remarque. Enfin, pardon, vas-y Pierre. Oui, moi je ne vais pas tarder d'ailleurs à vous quitter, donc je voulais juste… je pense qu'il ne faut pas mésestimer lorsque l'on veut créer une utopie, lorsque l'on veut aller vers d'autres utopies, il ne faut pas mésestimer l'utopie actuelle du système qui continue de nous promettre par le biais de la consommation et de la surconsommation un monde meilleur, enfin ça c'est ce qu'il promet, et avec son appareil médiatique qui reste quelque chose sans quoi il ne tiendrait pas. C'est-à-dire que le fait qu'une personne ait réussi à donner un ordre de paralyser un pays, comme ça a été le cas le 17 mars dernier, ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu cet appareil médiatique, s'il n'y avait pas eu ce relais et cette naturalisation des ordres du pouvoir par cet appareil médiatique. Et pendant tout ce temps-là, cet appareil médiatique n'a laissé entrevoir aucune autre utopie possible. Il a fermé, verrouillé toute discussion en relayant complaisamment le discours du pouvoir. Donc je crois qu'avant de créer des utopies, ou alors tout en créant des utopies par le biais de manifestations, de chansons, de films, de meetings, de réunions publiques, et de créer ce collectif-là de pensée, il faut aussi à côté saboter peut-être, ou en tout cas attaquer ce système médiatique qui a encore permis à ce pouvoir de fermer, de verrouiller tout débat. Il était donné comme une évidence que le confinement, que ce qui a été décrété par le pouvoir était la seule chose à faire durant ces 2 mois, et avec une efficacité redoutable, puisque les gens ont suivi avec une docilité incroyable, on a suivi les ordres qui ont été passés par le biais de ces grands médias. Donc, je crois que les deux choses sont… On peut pas, il faut à la fois créer ces utopies et les vulgariser et les faire éclater, mais en même temps, on ne gagnera jamais tant qu'il y aura cet appareil médiatique, me semble-t-il. Et s'il y a des grands gagnants dans cette affaire, ce sont aussi les GAFA, hein, ce sont aussi les Netflix, les Amazon, les Google et compagnie. Parce que dans cette histoire, il y a aussi un combat entre 2 formes de capitalisme. Un capitalisme à l'ancienne, celui qui construit des voitures, des avions, qui est aujourd'hui en crise, qui va peut-être même perdre des parts de marché énormes, et un capitalisme numérique délocalisé, internationalisé, supranational, qui ne paye pas d'impôts, ou presque, et qui, lui, a pris des positions monstrueuses durant ces 2 mois, et une avance monstrueuse, quoi. Donc, il y a peut-être au sein de cette affaire aussi une lutte entre 2 formes de capitalisme, un à l'ancienne, entre guillemets, et un plus moderne, mais qui est encore plus indésirable qu'avant, me semble-t-il. Voilà. Et je vais devoir vous quitter, donc en tout cas, j'étais ravi de participer à cette discussion. Je vous laisse continuer. Marie, merci. Dominique, merci. Les autres aussi. Merci Pierre. En tout cas, c'était intéressant de discuter avec vous. Voilà. Merci infiniment et bravo. Merci. Au revoir, Pierre. Au revoir, Max. Ciao. Merci. Au revoir. Au revoir à tous et à toutes. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Juste une petite remarque, juste une dernière remarque. Ce n'est pas une dernière, mais juste une remarque.
Il y a un autre symbole qu'on vient de casser là, qui a été détruit par la crise sanitaire, involontairement, manifestement, c'est la question du rôle de la BCE et du rôle de la monnaie. Si vous, je ne vais pas développer, mais venez jeudi soir, on en parlera à la prochaine rencontre que l'Espace Marx organise. Mais on a cassé l'idée du 3% indépassable de la dette. On a, là vous vous rendez compte, on va à nouveau générer plus de 1000 milliards de moyens monétaires supplémentaires que l'on va déverser à la fois dans les banques centrales des pays membres de l'Union européenne, mais aussi évidemment sur les marchés financiers par l'intermédiaire des banques. Et on se rend compte que la question monétaire n'est que le prolongement de l'action politique, c'est-à-dire que ça nous permet aussi de voir qu'il peut y avoir des bouleversements symboliques, et plus que symboliques, mais de complètement détruire tout ce qui nous a conduit les politiques qui étaient drivées, je dirais, par l'ensemble des pays capitalistes européens, et complètement basculer tête sur queue dans les 2 mois qui viennent de passer. Donc on voit bien que là, il y a des choses qui se produisent. Il va falloir après aller ramer si le gouvernement décidait, je dirais, d'aller expliquer, de dire aux gens, ah non, mais c'est pas possible, il faut contraindre la consommation nationale, enfin, notamment les services publics pour pouvoir rembourser la dette, etc. On va avoir beaucoup de mal. Bon, ça ne veut pas dire que tout est réglé et que, bien sûr, l'avenir est rose pour demain. Mais bon, en tout cas, c'était une très très bonne idée, une très très belle idée de Marie de nous faire participer à une soirée avec Pierre Carl. Oui, et d'ailleurs, en préparant la soirée, j'ai visionné d'autres documentaires de sa part, notamment un qui s'appelle Volem rien foutre al país, et qui est, oui, je l'ai vu. Tu le connais, qui est aussi sur le travail. Oui. Et donc, j'en ai conclu qu'en fait, Pierre Carl s'intéresse beaucoup à la question du travail. Il a beaucoup travaillé cette question-là. Et absolument. Je me disais, ça aussi, c'est un thème pour en discuter, parce qu'il y a ça aussi dans tout ce qu'on est en train de ressasser et de penser, il y a la question du travail. Je ne sais plus à quel moment, dans le documentaire dont il était question aujourd'hui de Pierre Carl, je ne sais plus si c'est là ou si c'est dans le film de GB, où à un moment on dit qu'il y a des calculs selon lesquels on ne pourrait ne travailler que 2 heures par jour et qu'on serait tout aussi efficace. Oui. 11 heures par semaine. Oui, je ne sais pas combien ça fait en tout par semaine, mais 2 heures par jour. 2 heures par jour, pardon, excuse-moi. Oui, 2 heures par jour. Oui. Par jour. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant à travailler. Bon. Alors, est-ce que ça reste du domaine de l'utopie? En tout cas, bon, ça pourrait être une occasion de redialoguer avec Pierre là-dessus. Voilà. Salut Catherine. Catherine, écoutez, on est super. Catherine est à New York. Hein, c'est ça, Catherine? Tu es à New York? Voilà. Ouais. Bravo, merci Catherine. On ne t'entend pas. On t'entend pas. Elle n'a pas son micro d'ouvert. Oui. Il n'y a pas le son. On va lui dire. Attends, on va lui dire. Je vais lui dire. Ok. Quand même dommage, elle vient juste de se. Voilà. Catherine. Okay. Vous pouvez m'entendre? Très bien, c'est bon, ça va. Ok. Oui, alors je disais, oui, je suis bien à New York et effectivement, c'est l'heure du déjeuner ici. Je suis désolée d'avoir manqué le début de la réunion. Je me souviens plus quand ça a commencé, mais j'espère que c'est pas trop tard. On vient juste de terminer, on est juste en train de terminer, chère Catherine. Ah mince. Non, on te c'est un peu ça le décalage horaire. Ouais. Voilà. Bon. Très bien. Bon, on se revoit donc jeudi alors pour nous. C'est ça? Pour ceux qui veulent, évidemment. Oui, c'est ça. Jeudi, ok. Je t'écris par Internet, Catherine. D'accord, merci. Ok, merci. Désolée encore. Ok. Non, mais merci d'être là. C'est le même code d'accès? C'est le même code d'accès, jeudi? Non, je vous envoie le lien. Je vous envoie le lien ce soir. Ne vous inquiétez pas. Merci. C'est sur la monnaie, jeudi, c'est ça? Non, c'est sur. Alors, le débat autour du livre de Mathieu sur le transhumanisme pour aller vite, en fait, mais c'est pas que ça, son livre, est reporté à la fin juin, c'est-à-dire après la publication et la sortie en librairie de son ouvrage.
Et donc, on fait un débat à deux voix avec Michel Cabane et Mathieu Montalban sur la dimension économique de la crise sanitaire et je dirais le questionnement qu'ils ont tous les deux sur est-ce qu'il y a une réponse, je dirais au niveau, comment dire, une réponse possible simplement dans une dimension keynésienne, je dirais, et donc dans des réponses keynésiennes et nationales à la crise actuelle. Voilà. Mais je résume, hein, je vous invite à lire la présentation de la soirée. Vous verrez qu'elle est beaucoup plus riche que ça et qu'on va aussi travailler sur les alternatives. Super, d'accord. Okay, bonne soirée à tous et à toutes. Bonne soirée à tous. Merci. Vous nous envoyez tous les liens à lire et autres, c'est ça? Ah oui. Absolument. Tiens, comment on fait pour que tu envoies ça à Catherine, Dominique? Mais c'est toi qui vas lui envoyer ou alors Catherine nous envoie son adresse électronique et moi à ce moment-là, je peux le faire je maintenant. lui envoie les liens habituels. Voilà, très bien. Je vous envoie l'adresse tout de suite là, si vous voulez. Ah ben, si vous voulez. Très bien. Ok. Je la note. Bon, bah, voilà, je vous donne ça. Oui, je pense que c'est la meilleure. Ok, voilà. Bye bye. Ok, c'est bien noté. Bye. Pas Okay, de souci. Voilà, merci beaucoup. Voilà, Désolée encore. Ok. Oh, non, merci à toi d'être là. Salut tout le monde. All right. Bye bye. Bye bye.